ce soir Eva Baltasar, écrivaine catalane qui vient de publier en français son premier roman. Il sort cette semaine chez Verdier, mais il est sorti en catalan en 2018 et ça a été l'un des grands succès de 2018-2019 de la littérature catalane. Ces traductions en espagnol, en anglais, en italien sont en train d'arriver, sont déjà faites. Et donc, nous allons... pardon. Et ensuite, nous sommes avec Maria Bohigas, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle est venue plusieurs fois à la Grâce, qui est son éditrice, qui va être sa traductrice pendant cette séance, et qui va l'interroger avec moi sur son roman. Alors, comme vous ne connaissez pas son œuvre, bien sûr, puisqu'elle vient de sortir et que c'est son premier roman, on va commencer par une lecture pour que vous fassiez une idée de quoi il s'agit. Une lecture assez courte, mais quand même assez importante pour que vous voyez un peu ce qu'est ce texte que vous allez pouvoir vous arracher dès que vous quitterez cette séance. Alors, nous allons commencer par une lecture alternée pour que ce soit moins lourd entre Maria et moi. Ensuite, Eva lira une page en catalan. Il vous faut l'entendre en catalan. On ne peut pas tout lire en catalan puis en français, parce que sinon on y passerait la soirée. Et donc, nous allons vous faire une lecture en parisien de Barcelone et en toulousain de la Grâce. Ce n'est pas la Comédie Française, mais... Vous entendrez quelques chapitres qui correspondent à une partie du roman. On laisse une deuxième partie du roman complètement hors champ, délibérément, parce qu'il se produit un chavirement qui vous appartient. Donc ça, on va le laisser dans l'ombre et on ne va pas en parler. Il est 3h15 du matin et quelqu'un compose mon numéro de téléphone. C'était moi, là. Ah merde. Vas-y. Non, c'est pas grave. On s'est coordonnés, mais c'était un peu difficile. On voulait parler de tous les chapitres et on est tombé sur ce qu'on... Il est 3h15 du matin et quelqu'un compose mon numéro de téléphone. Je ne dors pas, mais mon fixe est débranché, mon portable éteint. Et alors, c'est ma façon d'être humaine. Ça recommence à 7h30, à 8h moins 8 et à 8h pile du matin. Et encore quelques tentatives vaines jusqu'à 10h. Tout a été mémorisé, les messages vocaux, je les efface sans les écouter. Pas de doute, tout ça, c'est parce que j'ai lâché les médicaments. Mais bon, je n'ai aucune raison valable d'affoler qui que ce soit. Alors à 10h, tout téléphone connecté, je réponds. Je me mets en mode voix aimable, mais ma sœur m'interrompt. Je suis enceinte. Ma première pensée, c'est une montagne abandonnée de roues de secours. Ça pourrait être le stimulus dont j'avais besoin pour me barrer une bonne fois pour toutes. Ma deuxième pensée, c'est de procéder à une analyse en cercle de l'intonation de ma sœur, pauvre innocente. Sans elle, contrainte de courir en traînant ses mots déchaussés. Elle s'appelle Christine. Et je n'arrive pas à déterminer si elle exprime le bonheur ou l'angoisse. Je t'entends mal, qu'est-ce que tu dis ? Je mens, puis je pose une question. Je mens, puis je pose une question. C'est mon style. Elle répond aussitôt que je suis enceinte de 2 mois. Elle est heureuse, bien sûr. Et moi, je suis bête. Je suis si heureuse. Ça faisait si longtemps qu'on essayait d'en avoir un deuxième. J'ai du mal, beaucoup de mal, à réprimer mon envie de me frapper le crâne avec mon téléphone, mais ce ne serait pas une bonne idée. Les téléphones préfèrent tuer d'une tumeur à distance. Toutes mes félicitations, dis-je. Tu es contente ? Demande-t-elle. Je mens et m'empresse de lui répondre « Oh oui, bien sûr. Tu vas être tata pour la 2e fois », s'exclame-t-elle. J'ai beau me concentrer, je ne décèle en moi aucune émotion susceptible de provoquer une secousse dans le substrat intime des affaires familiales. C'est génial, dis-je. Et je parle, 1 minute d'affilée contre toute tentative éventuelle de sonder mon petit tas sentimental compostable. C'est vraiment génial, c'est formidable. Être 2 fois tata, c'est être une tata accomplie. C'est comme passer du monocle aux lunettes, du tricycle au vélo. Ça y est, j'ai l'impression de maîtriser pleinement ma vie dans sa dimension tantesque, putain.
Ça m'épate. Vous l'avez tellement voulu. Et il est là, un tout petit être, a décidé de se lancer dans la merveilleuse aventure de la vie. Et il ne pouvait pas tomber sur de meilleurs parents, avec boulot stable, belle maison et une chambre pour lui tout seul. Ou elle toute seule, car 2 mois de grossesse, on ne peut pas savoir si ce sera un garçon ou une fille. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au futur, c'est déjà un garçon ou une fille. Il ou elle existe déjà dans ton ventre. Ah, ça doit être merveilleux d'être enceinte et de sentir la vie grandir en soi. Je suis sûr que tu vas avoir une grossesse formidable, comme la première, que ça va se passer super bien, c'est génial, que tu m'aies appelé pour m'en annoncer. Tu as ensoleillé ma matinée. C'est le genre de nouvelles qui te font penser que la vie en vaut la peine. Et puis pour le repas de Noël en famille, on ne sera plus 13. On dit que ça porte malheur. On sera un ou une de plus. C'est formidable. Ce suprême effort m'a complètement épuisé. Quand on est comme ça, on a vraiment besoin de médicaments. Ah, c'est encore moi. On voudrait que tu sois notre témoin. Votre témoin de quoi? Et de mariage, bien sûr. Je ne peux pas y croire. Ma sœur est positivement radieuse. Mais elle irradie quoi, au juste? Elle me regarde avec un sourire maximal. La peau de ses joues me fait penser aux genoux usés d'un Jésus en porcelaine. Gamine, j'avais été enfant de chœur à la messe de minuit. J'avais entre autres missions, celle de tenir un Jésus de pacotille devant une file de paroissiens qui venaient lui embrasser le genou. Il y en avait peut-être 200, et l'un après l'autre, ils se penchaient vers lui. Entre chaque baiser, je devais nettoyer le genou de l'enfant avec une serviette de messe. Je prenais ma tâche très au sérieux et je frottais méticuleusement. Mais le curé est venu me gronder dans l'oreille. Je n'étais pas en train d'effacer un tableau noir. La serviette jouait un rôle symbolique. Symbolique, mon cul. Certains rouges à lèvres sont vraiment permanents et la religion catholique n'est pas très regardante. Il n'y a qu'à voir la façon de partager le calice du sang versé pour tous, sacro-sainte manie d'échanger ses microbes. Je n'ai été enfant de cœur que l'espace d'1 an avant de subir un licenciement abusif, ce qui, ma foi, m'a fait des vacances. J'ai toujours pensé que le licenciement abusif était un coup de maître des forces supérieures. J'imagine l'Achésis dribblant sa sœur aux mains d'argent. Je devrais songer sérieusement à un face-à-face avec l'Achésis, sa sœur aînée m'inspire le plus grand respect. Je me marie, dit la mienne. Avec qui? Tu ne réussiras pas à me gâcher la journée avec tes petites blagues. Tiens, elle me tend une feuille où sont notés le jour, le lieu et l'heure, et elle m'explique que je serai leur témoin en registre, quelques jours avant la cérémonie. Bref, que je serai un témoin dans la pénombre. Le jour du mariage, ils feront appel à des témoins présentables. Ouf, pour une peau de vache, elle a quand même un peu de considération. Tu t'es fait quoi au visage? Je lui demande. Un blanchiment des dents et de peeling. Ça se voit, hein? Elle me montre sa denture avec un sourire chevalin. Le résultat est spectaculaire. Le blanc pédiatrique, même sur les canines. S'il n'y avait pas ce plombage, elle n'en a qu'un, mais sur une molaire inférieure, alors qu'elle rit de cette façon, ça se voit. Je ne vais pas entrer dans l'église la bouche grande ouverte, fait-elle ulcérée. L'église? Tu vas te marier à l'église, toi? Ma sœur est tout à fait susceptible de se marier dans un temple quelconque, mais une église catholique, j'aurais cru que ce ne serait qu'un dernier recours. Je la vois bien dans une réserve de la biosphère, une ziggourate, un sanctuaire shintoïste, à Formentera, dans une grotte zen, dans un temple bouddhiste, une pyramide, ou à Stonehenge, à la grande rigueur dans une synagogue. Mais une église, évidemment. On veut un mariage romantique, pas une simple formalité dans une salle miteuse de la mairie, comme si on allait là-bas pour enregistrer son chien ou demander un relevé du cadastre. Enregistrer son chien? Les conversations avec ma sœur sont une source infinie d'inspiration. Je pense à Paul Klee et à Petite histoire d'un petit nain. Il avait sûrement une sœur comme la mienne. Quel dommage que je n'ai pas fait les beaux-arts. Ma sœur a un potentiel aussi inemployé qu'un panier de Noël chez maman. Je l'ai rencontré à l'université, dans le cloître de la fac de lettres. Je m'y étais installée pour lire, car c'était le seul endroit calme, protégé et gratuit près de chez moi. Elle y était entrée pour accrocher les affiches d'une exposition de photos où elle montrait le meilleur de son œuvre à cette date, et elle venait juste de s'acheter un appareil professionnel. Mais elle l'avait. Elle avait le génie de saisir la beauté du monde,
même avec un appareil de clown en plastique. Et ce n'est pas tout. Son art possédait le pouvoir peu commun de générer des règles. Ses photos de Barcelone, de Paris ou de la Normandie, par exemple, constituaient de nouvelles façons de concevoir la photographie. C'était une recréation constante d'espaces réels, des photos pieuses et intenses comme des vierges, de subtiles injections de nouveautés dans le monde. C'était Roxane. Et elle vivait dans un absolu merveilleux et fou dont j'ai fait quelque temps partie. Quand elle travaillait, elle devenait tout entière, cet absolu. Et c'est ce qui m'attirait le plus chez elle, cette intimité nucléaire et subversive qu'elle parvenait à dévoiler et à défendre à travers son art, à travers son œuvre. Maintenant, je réalise que c'est la première femme que j'ai aimée. « Je peux t'aider ?» lui ai-je demandé ce matin-là. Elle m'a regardée, parfaitement consciente de ce qui allait nous arriver. Son nez, ses pommettes et ses lèvres étaient légèrement retroussés, comme s'ils étaient indisposés et en même temps amusés par la vulgarité absolue de l'humanité en général avec laquelle elle était forcée de vivre. Je lui ai rendu l'appareil par un haussement de sourcils et un entrebâillement de lèvres plein de suffisance. Un geste qui, quand j'étais gamine, faisait sortir maman de ses gonds. À 10 ou 12 ou 15 ans, je ne pouvais pas, me disait-elle, me balader avec ses grands airs. En fait, la première fois que j'ai pris ça dans la figure, je ne savais même pas de quoi elle parlait. Mais à force d'engueulade, j'ai fini par me rendre compte que ce geste, qui n'exprimait rien d'autre qu'un mouvement d'intérêt pour quelque chose ou pour quelqu'un, pouvait être perçu comme une attitude de mépris envers les autres, surtout les adultes. « Tu te crois supérieur aux autres, peut-être ?» Maman, dans un restaurant du dimanche. J'avais déjà terminé mes demi-portions de pot-au-feu et de veau aux champignons. Je me suis levée pour aller aux toilettes et j'ai traversé la salle encombrée de tables pleines de plats et de gens très variés. Il y avait là des femmes avec des permanentes blondes sur la tête. À la maison, ça n'arrivait jamais. Les cheveux devaient être naturels, lisses et à franges, comme un casque répressif. Pas ceux de papa, bien sûr. Les coiffures masculines sont, comme le système d'exploitation d'Apple, hautement compatibles avec toute forme de vie. Près de la porte des toilettes, il y a une table occupée par un couple paisible et 3 grands enfants, 2 garçons et une fille. Ils parlent et ils rient, tout en échangeant des morceaux de nourriture avec leurs fourchettes. Les garçons sont de la pure sève vitale, fins, aux longues extrémités. La fille est ravissante. Son visage est fardé de blanc, avec un double trait noir autour des yeux et des lèvres grenat, presque noires, comme les roses de la Toussaint. Je n'ai jamais vu de lèvres aussi troublantes, incroyablement veloutées et charnues, avec un reliquat de sauce rose de la terrine de poisson à une commissure, alléchant comme un bonbon. Moi, le poisson, ça ne me dit rien. Mais maman n'aurait pas eu de mal à me faire changer d'avis avec une fille pareille. Je passe près d'elle en 2 secondes, mais ça me suffit pour remarquer qu'elle porte une mèche rouge dans les cheveux. Oh, elle a les cheveux ébouriffés et artificiels. J'entre dans les toilettes et je me masturbe frénétiquement. À 15 ans seulement. Mais avec tout l'après-midi du dimanche devant moi. Mes 18 ans sont encore bien loin. Quand je regagne notre table, maman a la mine encore plus renfrognée que d'habitude. « Tu te crois supérieur aux autres, peut-être ? C'est quoi ces grands airs ?» Là, c'est papa. Oh non, pas lui. Je regarde papa. Il est sous influence ? Il ne parle pas comme d'habitude. D'ailleurs, il me parle très peu, juste « va te laver les dents » et « bonne nuit ». Maman manque de crédibilité, mais papa, il te fait douter. Ce matin-là, j'ai adressé à Roxane la même mimique et elle m'a souri. Ses dents étaient belles, blanches et bien rangées, comme des dos de novice. C'est comment avec une femme ? Au lit, je veux dire. Il est environ minuit et demi et ma sœur a eu besoin de 2 rations entières de poulet aux amandes et de riz aux 3 délices pour se lâcher un peu. À moins que ce ne soit le Coca-Cola. Elle n'en avait pas bu depuis 3 ans. Poison mortel à retardement, selon elle. Mais là, c'est une nuit particulière. Tout le monde n'a pas une sœur lesbienne qui vous console d'une rupture amoureuse. Alors cette séance nocturne de confidence est un délicieux écart. Elle possède quelque chose d'irrésistiblement contemporain, voire d'obscène. Pouah, c'est plus fort qu'elle. Ma sœur se délecte à l'idée de devenir l'héroïne d'une série à la mode. La sœur de la lesbienne. Un beau rôle, un gage de respectabilité. « Tu veux le Nesti ?» lui demandai-je avant de dîner. Elle me lance un regard orageux, comme si elle avait soudain décidé de faire affaire avec la mafia.
Et puis merde, je vais prendre le coca, lance-t-elle tout excitée. Et puis merde. Fais gaffe que ça ne te monte pas la tête, tu n'as pas l'habitude des boissons fortes. Comme elle ne maîtrise pas la technique des canettes, je lui verse le coca dans un long verre, qu'elle me prend des mains avec une lueur vicieuse dans le regard. Elle se sent bizarre, la pauvre. La nuit, elle dort. Mais là, de grands événements se produisent. C'est comment, délicieuse hésitation, baiser avec une femme. Je parierais que c'est la première fois qu'elle prononce le mot baiser, complètement ivre de coca. Alors c'est ça que tu voulais savoir, dis-je par mesure de malveillance. C'est que je ne supporte pas les cucus, la praline, même quand elles font des efforts. Tu sais bien que non, se défend-elle. Je m'oblige à penser à la chambre d'amis, rien qu'à la chambre d'amis, nécessaire comme les ongles. Tu veux que je te raconte une autre histoire ? Elle fait oui, de sa tête pleine d'yeux et de sourires spartamiques d'enfant pourri gâté, qui jamais au plus grand des jamais ne recommencera à s'envoyer du Coca-Cola. Bon, d'accord, consange. Ma tactique fonctionne. Tu as déjà entendu parler de l'action painting, la peinture en action ? Cette fois, elle fait non. Jackson Pollock. J'insiste, non. Très bien. Je vais dans ma chambre et en rapporte une monographie de Pollock. C'est impressionnant, de telles images me forcent à revoir mon idylle avec la mort. C'est de l'art, ça ? Un enfant pourrait en faire autant, crache ma sœur. Oui, mais ce n'est pas un enfant qui l'a fait. Il faut être sacrément conne. Conne. La chambre d'amis commence à me coûter cher, mais que faire ? Où aller ? Le glutamate des gambas aigres-douces trouble ma capacité de raisonnement, mais j'essaie encore une fois. J'essaie. Je suis sûr qu'en m'appliquant, je suis capable de tirer une fleur en plastique du fumier. Une fleur en plastique pouvant satisfaire le reliquat latent de curiosité de la pauvre lesbienne manquée qu'il y a dans le cerveau de ma sœur. Ce que tu vois là, c'est de l'action painting. Je commence. Et l'action painting naît de l'impatience. Elle fait une tête de criquet. Vers le milieu du XXe siècle, il vint un moment dans l'histoire de la peinture où les artistes n'avaient plus de défis à relever. Ils se débattaient depuis des siècles avec une série de problèmes. Le sujet, la profondeur, la forme, la couleur, le réalisme, la fidélité, la lumière, tout. Ils semblaient avoir épuisé en quelque sorte leur ligne de recherche. Alors Pollock est arrivé, avec ses toiles immenses sans enduit, couchées par terre, et paf, regarde ça. Je lui montre le number 3, je tourne les pages. Le number 5, je tourne les pages. Le number 34, magnifique, avec sa terrible tête pensante rouge aux deux hémisphères en jaune. Regarde, je lui ordonne. Manipulation nette de la matière simple et nette de la matière première. Pure expérimentation. Pollock éclaboussait les toiles de peinture, mu par la spontanéité du moment. L'œuvre d'art n'était plus seulement un résultat final, mais de l'art dans le temps, de l'art en temps réel, en action, impulsif et simple, comme le dessin d'un enfant certes, mais sous-tendu par une inquiétude raffinée. Cet intérêt pour le processus, cette amplitude de vue concentrée dans le processus, tu comprends ? Un peu, d'accord. Eh bien voilà, maintenant tu sais un peu comment c'est baiser avec une femme. C'est 25. J'ai toujours pensé que Roxane était suicidaire à un plus haut degré que moi. Qu'elle mourrait avant moi, bien sûr, mais surtout que le désir de mort s'était ancré en elle au point d'en devenir un composant absolu. J'étais également convaincue qu'elle mourrait d'une façon plus élégante. Qu'y avait-il en elle ? Qui polissait chacun de ses actes, chaque propos mesuré ? Les phrases en catalan défilaient hors de sa gorge, enveloppées du vison de l'accent français, mais aussi d'un parfum bas et portuaire que j'associais à son origine marseillaise et qui me rendait folle. Dans sa bouche, le catalan sonnait comme il aurait dû sonner pour être une langue parfaite. Tout mot prononcé par moi juste après ressemblait à une triste marguerite, une fleur idiote. Je n'ai jamais si peu parlé avec quelqu'un qu'avec elle, et je n'ai jamais autant savouré une conversation à l'avance. Quand elle ouvrait les lèvres, avec un bref claquement de la langue qui rappelait celui des pages d'un livre exposées au grand vent, mon cœur se lubrifiait tellement qu'il devenait un organe incapable de se contrôler. Chaque battement,
Chaque fouettée de vie intentionnelle était prise à son piège. Et pas seulement le tronc, je m'enflammais tout entière sous l'effet de ces mots. « Tu veux quoi pour dîner ?» demandait-elle. Et elle le demandait comme ça, en italique, parce qu'elle était capable de mettre des polices de caractères à la parole. Elle le faisait invariablement et sans s'en rendre compte. J'avais le vertige. « Le camembert que j'ai apporté hier, il en reste ?» Je n'étais plus qu'une vague de plaisir dont l'épicentre était le mot camembert. Je répondais tant bien que mal, forçant dans les graves pour faire mon intéressante. Oui, bien sûr, à midi j'ai mangé du saumon et j'ai gardé le camembert pour le dîner. Mensonge, 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 mensonge. J'ai déjeuné d'une saucisse au faillot. Mais je ne peux pas me permettre de sortir avec Roxane et de déjeuner d'une saucisse au faillot. C'est inconcevable. Donc, je déjeune d'une saucisse, j'aère l'appartement, je descends la poubelle dans le conteneur et je dis que j'ai mangé du saumon. Car le saumon, ce n'est pas tout à fait comme le camembert, mais au moins ça appartient à la même famille d'aliments. Celle que, avant de la rencontrer, je gardais pour les jours où j'avais envie de m'offrir un petit luxe, comme dirait maman. Ça, Roxane ne pouvait pas le comprendre, parce qu'elle, sa vie entière, était un luxe. Au petit déjeuner, elle mangeait des croissants, croustillants sur le dessus, moelleux et onctueux à l'intérieur. Elle allait les chercher dans une pâtisserie située à 4 rues de chez elle, où on les lui mettait de côté. Elle prenait du café comme moi, mais pas n'importe quel café, un café qu'elle se faisait livrer par un magasin spécialisé, où il était moulu sur place quelques secondes avant d'être emballé. Son jambon blanc, ce n'était pas du jambon blanc ordinaire, mais du jambon blanc fumé. Si on cuisinait chez elle, elle préparait des pâtes curieuses, en forme de grosses coquillettes dentées et rougeâtres, qu'elle faisait revenir dans des épices piquantes avant de les mettre à bouillir, et qu'elle accompagnait de salades de pousses. Elle adorait les fromages qui puent. Elle me remplissait le frigo de comté, brie, époisse, gaperon et roquefort. Et aucun d'eux ne portait l'étiquette qui figure habituellement sur ces fromages lorsqu'on les vend dans les supermarchés, si tant est qu'ils en vendent. Non, c'était toujours des marques spéciales, plus authentiques, d'importation. Et c'était pour tout pareil. Ses vêtements, ses loisirs, l'immeuble où elle vivait, sa coiffure. Elle portait un seul bijou, une bague striée de la largeur d'un doigt au majeur de la main droite. Elle s'habillait généralement en foncé. Elle avait la peau blanche et elle aimait les grands pulls à manches longues qui lui arrivaient jusqu'au milieu des mains. J'en rêvais. Je rêvais à l'image de cette main blanche sortant de la manche bleu nuit avec sa bague argentée, froide et lente comme un mollusque marin. Je restais à la regarder quand elle tournait les pâtes dans le wok avec les baguettes chinoises dont elle se servait pour cuisiner. Je m'extasiais à la vision de ce doigt, le doigt de la bague. Peut-être sa seule concession formelle à la vision convenue de la féminité, même si tout en elle proclamait la féminité. Sa tête rasée et blonde comme une grosse chatte fraîchement épilée, ses yeux de glace brisés, ses seins longs et fermes comme des langues, reposant au-dessus de l'échelle de ses côtes, ses mamelons retroussés, ses jambes et ses pieds infiniment doux et monochromes, comme les extrémités dans le Kama Sutra. Elle avait la chair tendue, lisse et modestement pleine, la bouche sauvage comme une fente organique dans un fragment de minéral, et la langue, sa langue était une personne à part, esclave de mon plaisir, qui coexistait avec elle. Elle me parlait, elle me baisait, et continuait à me parler quand c'était Roxane, et pas elle, qui me baisait. Animal à moitié dompté, mais têtu et sauvage quand il entrait dans ma chatte. Au début, elle ne voulait pas. « J'adore quand tu me manges », avait-elle dit la première nuit, « mais moi, normalement, je ne fais pas ça. » Eh bien, il va bien falloir que tu t'y mettes. Le plaisir est une valeur inférieure, d'accord, mais Scheller avait l'art de retourner sa veste, et certains retournements sont une grande source de connaissances. Elle s'y est mise. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fini par préférer. Elle pouvait y passer toute la soirée, comme une lionne hypnotisée par une blessure, me la léchant lentement, rythmiquement. Je le lui rendais. Nos chattes sont devenues notre porcelaine favorite. On y mettait de la salade de fruits, des quartiers de mandarines et d'oranges, pelés et coupés en petits morceaux. On les prenait avec les lèvres ou les dents, on les trempait à l'intérieur et on se donnait la béquée. Parfois, on s'arrosait de sirop de framboise ou de chocolat, et quand on trouvait un pépin, on le cachait dans un pli des lèvres ou on le glissait avec la langue à l'intérieur du trou. Le lendemain, quand je m'essuyais après avoir pissé, il m'arrivait d'en retrouver un et ça me faisait sourire. Petite graine innocente au milieu de la tache de pipi sur le papier toilette, pierre précieuse enfantine,
inestimable. Et là, c'est encore moins. 33. Quelque temps après que je l'ai quittée, Roxane s'est ouvert les veines. Elle les a ouvertes en long, comme une poissonnière ouvre le ventre d'un bar, mais avec des entailles très nettes, d'une extrême finesse, sans drame. Néanmoins, on l'a trouvée à temps et on a pu la sauver. On l'a remplie du sang que d'autres avaient donné en pensant à toutes sortes de gens, sauf aux suicidaires, et on l'a renvoyée dans sa famille à Marseille. Je l'ai appris plus tard, et en l'apprenant, je me suis dit que c'était la seule fois que je m'étais éloignée d'une femme, parce que le simple fait d'être avec elle me faisait me sentir infrahumaine, un modèle en plâtre à partir duquel elle façonnait sa vie avec plénitude, ouverte sur le monde extérieur, avec la simplicité et l'élégance d'un Courbet, avec cette même beauté souveraine, pure, comme un matin entièrement bleu ciel. « Bonjour, mademoiselle Roxane, comment allez-vous ?»« Je vous salue, moi la glaneuse aux mains velues et au dos robuste, moi l'accumulation de sang dans la tête, au nez truffé d'araignées rouges palpitantes, moi et mon avenir, ce crâne que j'écrase en piétinant le chaume. » Les avant-bras très blancs de Roxane assaillent encore ma mémoire à des moments invraisemblables. Quand, du jour au lendemain, disparaissent des ronds-points les bouquets fanés des primes verts et se dressent à leur place des tulipes à tête blanche et rouge. Quand je descends au supermarché le samedi à la dernière minute et que les réfrigérateurs de viande sont froids, vides et longs, mais toujours éclairés. Quand un nuage bouge sans se déplacer, comme si quelqu'un faisait l'amour à l'intérieur en cachette. Quand je vais nager à la piscine et que personne encore n'a rompu l'eau. L'impuissance, la légèreté, le vide et la perfection me rappellent Roxane et ses avant-bras, quand c'était encore des avant-bras sans trace d'histoire. I ara seràs tu en català. Ara sí. 18? 28. 28. No sóc un addicte al sexe, tot i que penso en sexe moltes vegades durant el dia. Penso en escenes de sexe, penso en com seria tenir sexe amb dones que em creu pel carrer i em semblen atractives. Em masturbo gairebé cada nit i no acostumo a estar més de 2 o 3 mesos sense un amant. El sexe m'allunya de la mort, tanmateix no m'atansa la vida. Llavors què? Per a què? Després de pensar-hi uns minuts, he arribat a la conclusió que el sexe em manté present i estàlvia, en un espai inconsistent, però reconfortant. Quina necessitat en tinc de ser allí? Ho desconec. No és que jo vulgui morir, és que he de morir. És la meva certesa. La vida pertany als altres, sempre ho ha fet. Soc aquí i veig què passa. La vida passa a les vides dels altres. És un miratge real, inabastable, que llisca a través de les vides dels altres, emplenant-les com aigua, maximitzant-les com papades. Que m'hagi tocat a mi és un accident. No un accident porfíric, ara ja no, sinó lògic en un sentit neoescolàstic. La meva vida és un accident predicable, violador. No defineix la meva existència ontològicament, sinó que l'ocupa com patrulles, s'hi fa forta i m'absolutitza. Autojustificada, em destrueix. Penso molt en sexe, però també penso en alçades, en vies de tren, en gilets, navalles suïsses i ganivets de cuina, en barbitúrics, en piscines i en banyeres, en àcids, psicòpates, atracadors, banderes i semàfors vermells. Penso en autopistes, en direccions contràries, ponts elevats, testos que cauen, gossos rabiosos, serpents de cascavell. Penso molt en atacs terroristes, en errors mèdics, en xeringues plenes d'oxigen, esllavissades imprevistes, allaus provocades, avencs i pous amagats. Penso en ous caducats, en excés d'alcohol, en trampes de cèrvol, rates nocturnes, graons esmussats, mines antigues, veïns tarats, bales perdudes, radiografies de crani, rampes a mar oberta, taurons despistats. Penso en això mentre tolero l'enemic, la meva kamikaze instruïda, impacient i vexadora com llevat. Et la traduction de la dernière pièce. Je ne suis pas une accro du sexe, même si je pense au sexe plusieurs fois par jour.
Je pense à des scènes de sexe, je pense à ce que serait le sexe avec des femmes que je croise dans la rue et que je trouve attirantes. Je me masturbe presque tous les soirs et je ne passe généralement pas plus de 2 ou 3 mois sans avoir une amante. Le sexe m'éloigne de la mort. Pourtant, il ne me rapproche pas de la vie. Alors quoi? Pourquoi? Après quelques minutes de réflexion, j'en viens à la conclusion que le sexe me maintient présente et sauve dans un espace sans consistance, mais réconfortant. Quel besoin ai-je de m'y trouver? Je l'ignore. Ce n'est pas que je veuille mourir, c'est que je dois mourir. C'est ma certitude. La vie appartient aux autres, il en a toujours été ainsi. Je suis là et je vois qu'elle passe. La vie passe dans la vie des autres. C'est un miracle réel et inaccessible qui glisse à travers la vie des autres, les remplissant comme de l'eau, les maximisant comme des doubles mentons. Elle m'est échue par accident. Pas un accident porphyrien, non. Un accident logique au sens néoscolastique. Ma vie est un accident prévisible, violeur. Elle ne définit pas ontologiquement mon existence, elle l'occupe comme une patrouille, elle s'y renforce et m'absolutise. Auto-justifiée, elle me détruit. Je pense beaucoup au sexe, mais je pense aussi aux hauteurs, aux voies ferrées, rasoirs, couteaux suisses et couteaux de cuisine, aux barbituriques, aux piscines et aux baignoires, aux acides, psychopathes, braqueurs, drapeaux et feux rouges. Je pense aux autoroutes, aux sens interdits, ponts suspendus, pots de fleurs qui tombent, chiens enragés, serpents à sonnettes. Je pense beaucoup aux actes terroristes, aux erreurs médicales, aux seringues remplies d'oxygène, glissements de terrains imprévus, avalanches provoquées, crevasses et puits cachés. Je pense aux œufs périmés, à l'excès d'alcool, aux pièges à cerfs, rats nocturnes, marches émoussées, anciennes mines, voisins cinglés, balles perdues, radiographie du crâne, crampes en pleine mer, requins égarés. Je pense à cela tout en tolérant l'ennemi, ma kamikaze instruite, impatiente et vexante, comme du levain. Voilà le texte français qui est magnifique est de Annie Batz. Donc voilà, après cette lecture, nous allons avoir une conversation avec Eva et peut-être en partant de ce dernier texte qui nous dit que le sexe m'éloigne de la mort, pourtant il ne me rapproche pas de la vie. El sexe m'allunya de la mort i tanmateix no m'atansa la vida. Té ganes que fer-te la pregunta. I què més? Què és això? Bé, jo pensava el sexe com una mica com el que és una meditació. És a dir, per aquesta protagonista, en el moment en què ella està posada amb el sexe, una mica és com si estigués meditant. És a dir, està centrada en el moment present. Je pensais dans le sexe. Non. Je pensais au sexe en quelque sorte comme à une forme de méditation. Je pensais à ce personnage ayant une vie à travers le sexe qui ressemble à la méditation. Continua. Sí. Ja t'aniré interrompent. Sí. És a dir, que no està centrada en els problemes del passat ni preocupada pels monstres o possibles problemes que puguin venir en el futur. I això és el que la manté estalvi. En aquell moment és ella, és present i està ancorada a la vida. Elle ne songe pas aux monstres du passé, elle ne songe pas non plus à l'avenir. C'est à travers le sexe qu'elle peut être présente et ancrée dans la vie. I jo soc poeta i soc de respostes breus. Je suis poète et je réponds brièvement. Oui, et l'anecdote que je lisais tout à l'heure à propos de Pollock, qui bien sûr est très amusante et qui semble une plaisanterie, me semble significative aussi d'une certaine profondeur. C'est-à-dire, on est totalement dans le présent, et ce que veut dire la sœur à sa sœur qui ne le comprend pas, c'est que baiser avec une femme, et sans doute faire l'amour en général, c'est être totalement dans le présent et s'enfoncer complètement dans ce qui est en train de se faire par rapport à ce que tu viens de dire maintenant. I això lliga amb Pollock i la pregunta de la germana i com és follar amb una dona, amb aquesta immanència, amb aquest estar completament dins del present en el moment que s'està follant, justament. Que és una broma o no és una broma?
No és una broma, no? I diu, sembla una broma, però hi ha No una és una fondalla, broma. hi ha realment un... Sí, no és una broma. Aquí, sí, m'interessava mostrar l'interès de la germana, no? I la seva resposta és una dona que pensa, una mica com jo, que pensa en símils i pensa en imatges i és incapaç de descriure-li com és follar una dona, però sí que posa un parell de símils, a part d'aquest de Pollock també n'hi ha un altre amb una pel·lícula, i és ben bé, és una dona interessada pel tema, per les belles arts, i és agafar aquell àmbit de coneixement o aquell àmbit artístic que ella l'apassiona i portar-lo a la seva vida, que és una cosa que ella fa constantment, Maturo. C'est une femme qui résonne en quelque sorte comme je le fais, c'est une femme qui résonne par image et par analogie. Et au moment où cette sœur lui pose la question de ce que ça signifie que de baiser avec une femme, c'est par analogie qu'elle réagit en allant puiser dans un univers intellectuel qu'elle aime, auquel elle est très attachée, qui est l'univers de l'art. Et comment j'ai acabat la cua? Non, il y a le chant, non? No sé, és que quan en tallo Il y a le chant. em costa. Si. Oui, ce n'est pas que je veuille mourir, mais je dois mourir. Il y a un flirt, on s'est arrêté sur le terme de flirt, un flirt incessant avec la mort. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça revient dans les différents chapitres. Et en fait, elle est toujours en train d'essayer de mourir, tout en sachant qu'elle ne fera jamais le geste ultime. En aquest capítol també hi ha aquesta frase de no és que vulgui morir, és que he de morir. I dèiem amb el Diumenge que és com si en tota la novel·la hi hagués un festeig de la mort, quasi un flirteig amb la mort, que no és una mort realment volguda i buscada, sinó que és un festeig. I això, que ens agradaria que parlessis d'aquesta dimensió de festeig. Sí, clar, ella és... Aquesta dona és permafrost, és el permagel, i és una dona que se sent bé en aquesta zona confortable per ella, molt inconfortable per d'altres, que és aquesta zona glaçada que l'aïlla i la protegeix de l'exterior i on, a més, és molt difícil fer-hi arrels, perquè està glaçada. Llavors, en aquesta provisionalitat, ella troba aquesta relació amb la mort, precisament. Hi ha com aquesta mena d'idili, no? Aquestes fabulacions que van sorgint i que fan... És una relació especial. És a dir, ella no està dins, podríem dir, de la societat, no? Està envoltada de molts personatges que ella veu com personatges familiars i el que és la societat, i ella transita una mica pels límits i aquesta relació amb la mort crec que l'ajuda a sentir-se en allà, fixada. Li dona com aquesta especialitat. No sé. Elle est permafrost. C'est vraiment un personnage qui incarne cette zone où la terre est glacée en permanence. Et dans cette terre glacée, il est impossible de pousser racine. Il est impossible de s'enraciner, d'appartenir. Et c'est vraiment quelqu'un qui évite cette racine et ce lien avec les personnages qui néanmoins lui sont familiers et qui l'entourent, qui sont les personnages qui sont autour d'elle, sa famille, sa société. Mais en quelque sorte, elle se spécialise dans cet endroit de l'extrême, de la limite. Et dans cet endroit, elle peut avoir ce rapport avec la mort qu'elle courtise dans le fond. C'est vraiment courtiser la mort pour mieux assumer ce rôle qui est de la personne qui n'appartient pas, qui n'enracine pas. Ella es planteja, si això és la vida, a mi aquesta vida no m'interessa, llavors em quedo en un marge i en el marge hi ha la mort. C'est son raisonnement. Si la vie c'est ça, la vie ne m'intéresse pas, par conséquent je vais rester dans cette limite où il y a la mort. No se'n va a l'absolut, es queda en aquest flirteig. Mais c'est rester près d'eux, c'est vraiment un flirt. Ça n'est pas aller chercher la mort, ça n'est pas aller chercher l'anéantissement. Et donc cette posture oblige à mettre au centre de l'œuvre et sur le devant de la scène le corps. Et tous ces chapitres qui concernent, on va dire, un suicide préparé mais jamais réalisé, est l'occasion de montrer ce que ressent le corps et comment les choses passent d'abord par le corps et ensuite par la pensée.
Això que deies d'aquest flirteig amb la mort també té una conseqüència i és que el cos està sempre molt a primera línia i molt especialment en els capítols en què intenta suïcidar-se repetidament, que hi ha aquesta no només presència molt forta del cos, sinó aquesta extrema atenció seva a allò que el cos sent. Sí, i també el fet de... Hi ha un component estètic molt fort en aquests moments puntuals que imagina suïcidis i en la relació amb el seu propi cos i amb el cos de les seves amants. L'estètica per ella és primordial i és una cosa que també la treu fora d'aquesta vida no desitjada i la salva d'alguna manera. Il y a une composante très esthétique dans ces scènes où elle met en scène son propre suicide. C'est vraiment une mise en scène esthétisante, de la même manière qu'il y a un rapport extrêmement esthétique avec ses amantes. Et c'est une dimension pour elle primordiale. Et c'est aussi un territoire, c'est-à-dire que c'est là qu'elle peut échapper à cette vie qu'elle refuse. Peut-être, faig una mica de... Els explicaré ara, que pertany a un cicle, perquè voldria fer-te una... Ah non, això hem dit que és després. C'est un roman, vous l'avez entendu aussi, où les liens familiaux, et notamment les liens entre une femme et sa mère et sa sœur et sa tante, c'est-à-dire les rapports familiaux entre les femmes d'une certaine famille, sont extrêmement importants. Vraiment, il y a presque des chapitres qui alternent entre la vie auprès de ses maîtresses et la vie auprès de ces femmes qui sont celles qui ont vraiment assisté à sa formation, à son éclosion, et qui sont des femmes absolument éprises de normes. Il y a vraiment l'obsession de la norme. Et c'est une chose qui accompagne, enfin, il y a ce livre, il y a d'autres œuvres de toi, où précisément le lien familial est poussé, est poussé presque devant un tribunal, où tu le juges avec une extrême sévérité, en même temps que la plupart de tes personnages passent par la maternité. El vincle familiar és molt present en aquest llibre en concret i molt present d'una manera molt severa. És a dir, hi ha realment un judici permanent fet al lligam familiar entre aquesta dona i les dones de la seva família, al mateix temps que els teus personatges tenen un vincle amb la maternitat. És a dir, no al·ludeixen la maternitat. Com conviuen aquestes dues coses per tu? Clar, jo no veig un judici. Jo veig protagonistes, tant la de Parmagel com els altres llibres, que mostren, no veig aquest, almenys jo, com a lector es pot arribar a veure, però no ho veig com un judici. I la maternitat apareix en aquells moments en què elles es problematitzen. És a dir, el tema de la maternitat fa que hagin de prendre decisions, s'hagin d'obrir. Tota aquesta reflexió que portaven fent arriba un moment en què han de donar una resposta, una alçada, han de donar la talla de la seva humanitat, d'alguna manera. I la maternitat és el que marca això. Ça n'est pas un jugement, dit No sé si Eva. vols igual. Sí. No, això, aquesta segona part, totalment. Sí. La qüestió del judici... Bueno, tens tota la raó, no n'hi ha... Mais il n'y a pas vraiment de jugement de la famille et du lien familial. Je pense que ça n'est pas un jugement, c'est une observation. Quant à la maternité, c'est le moment où toutes ces femmes doivent montrer ce qu'elles ont dans le ventre, quel type de personnes elles sont. C'est le moment du passage à l'action. Això no ho has dit, però ho fes, això. Que passen a l'acte, que donen la mesura de la seva capacitat d'actuar. Et ça, c'est un trait qui est... Ça, on vous a annoncé qu'on n'en parlerait pas, mais on va quand même l'insinuer. C'est un roman qui est construit d'une manière vraiment frappante, un peu comme quand on vit d'une bassine et que d'abord les cercles sont amples et lents et on a l'impression que ça va durer toute la journée. Puis à un moment donné, ça s'accélère et ça s'accélère d'une manière qu'on n'a absolument pas prévue non plus. Et c'est construit comme ça, Permafrost. Et les grands cercles, c'est ce qu'on vous a lu. C'est ce va-et-vient entre l'univers familial, l'enfance, le produit de l'enfance à l'âge adulte, cette espèce d'enfance qui continue à travers la famille. Et puis à côté de ça, l'univers du sexe et de la mort et de l'art, qui sont les trois grands dieux, disons, de cette existence.
Et à un moment donné, il se produit un basculement qui est ce dont parle Eva, qui est ce moment où une personne sort de cette bulle qu'elle a construite autour d'elle et doit passer à l'acte. Moi, quelque chose qui me frappe dans ce livre et dans tes livres en général, c'est de voir combien tu es précise dans la construction de comment une personne construit sa bulle. I que una cosa que a mi em crida molt l'atenció dels teus llibres és precisament com tu ets molt precisa i meticulosa en mostrar com la teva heroïna s'ha construït aquesta membrana al seu voltant que li permet de tenir un territori propi i al mateix temps tot sembla que estigui fet perquè aquest territori exploti sota la pressió d'un acte. Sí, és que això és la vida, crec que la vida és feta de petits detalls, i almenys és tal com jo la visc i tal com jo la veig, petits detalls que acaben donant-te una mena de bombolla on tu pots respirar, una bombolla que està totalment aïllada de l'exterior, però no deixa de ser una membrana finíssima i qualsevol cosa pot fer-la explotar. C'est ma vision de la vie. La vie est faite de détails très ténus, très petits, qui contribuent à permettre la création de cette membrane dans laquelle on est seul. Et en même temps, la vie se charge de ce que cette membrane explose parce que c'est une membrane extrêmement fine. Oui, on a remarqué aussi que dans ce roman, la protagoniste n'est jamais assignée à une place. C'est-à-dire, elle fait des études d'art, elle était très intéressée par les beaux-arts, elle connaît très bien la philosophie, mais dans sa manière de vivre et dans ses modes d'existence, elle n'a pas de position qui corresponde à cette formation et à cette passion. Elle est toujours entre deux emplois précaires. Quand elle pourrait utiliser son diplôme, elle part comme fille au père en Écosse, va s'enfermer dans une ferme et entourée de vers et d'enfants un peu endormis, elle s'achète une encyclopédie des beaux-arts qu'elle lit à longueur de journée. Voilà, on sent que c'est un personnage qui a énormément a reçu énormément de types de formation, qui a beaucoup de passion, mais qui, dans la vie courante, ne fait pas carrière, ne cherche pas à avoir un vrai métier, etc. Alors c'est intéressant dans le roman, puis ça pose une question par rapport à toi, ta propre position par rapport à la vie, puisque tu as occupé différentes fonctions et avant de t'adonner totalement à l'écriture. Sí? T'ho resumeixo. Sí. És un personatge que té moltes curiositats, que té un interès enorme artístic i filosòfic i que al mateix temps no busca de cap de les maneres fer-se un lloc en aquesta perspectiva, que sempre treballa de coses molt precàries i que sembla que ni li passi pel cap de fer servir aquests interessos per ocupar un lloc en el món i en la societat. I al capdavall la pregunta és, per tu, i per tu també com a persona i no pas només com a autora d'aquest llibre, com va això, justament? Això és una mena de justícia personal. Jo sóc igual. Jo sóc llicenciada i he treballat en feines que no tenen res a veure i molt més humils, diríem, no? Que són les que sí que em satisfan, d'alguna manera. Jo crec que aquí hi ha dues coses. En el cas de la protagonista, per una banda, el no mereixo. Ella ha tingut tot per tenir una vida perfecta, segons qui seria la seva mare, no? Ella sent que no mereix aquesta vida, però, i per altra banda és que no li interessa la seva vida, perquè tenia un personatge com la germana que sí que ha fet tot tal com tocava per tenir aquesta vida perfecta i que és una desgraciada als seus ulls, que a més necessita medicar-se, no? Antidepressius per mantenir una mena d'imatge totalment fictícia de felicitat. C'est une forme de justice personnelle. Je suis comme elle. J'ai fait des boulots beaucoup moins... beaucoup plus modestes encore qu'elle. Et je pense que c'est lié pour elle à deux choses. D'une part, elle a eu toutes les chances de mener une vie parfaite à la manière dont l'entend sa mère, mais elle n'a pas mérité cette perfection. Et d'un autre côté, évidemment, c'est un refus de suivre la voie qu'a prise sa sœur, qui consiste à appliquer très exactement les attentes à son égard et à devenir finalement une malheureuse. I després de la germana ha oblidat la cua. Quant a moi. Quant a moi.
Digues. Quant à moi aussi, elle a dit, j'ai occupé des endroits beaucoup plus modestes. Modestes, des travaux humbles, mais qui m'ont satisfait. Oui, tu as raison. Bé, que són dones que tenen molt clar, bueno, dones dic perquè hi ha diversos protagonistes, no? Però sí que tenen molt clar que la vida pot ser molt fàcil. És molt fàcil viure-la i no cal... D'alguna manera, quan estàs en coherència amb tu mateixa i no els hi cal fer grans coses per viure. La de Permagel és una dona que reconeix que es deixa portar i en aquesta vida fàcil troba la tranquil·litat per fer les 2 o 3 coses que li interessen. Ce sont des femmes, et là elle est passée au pluriel parce que c'est un triptyque, donc c'est la première partie d'un projet qui se décline en 3 livres. Ce sont des femmes, dit-elle, qui sont profondément conscientes que la vie peut être facile, qu'il s'agit quand même de se laisser porter, qu'il s'agit vraiment d'être conséquente avec ce mouvement qui consiste à se laisser porter vers la vie. Et là, c'est moi qui précise, Permafrost est la première partie d'un ensemble de 3 livres, et ça dès le début. C'est-à-dire que quand j'ai reçu un courriel d'Eva en voyant son roman, elle expliquait déjà, c'est la première partie d'un triptyque, c'est un projet en 3 parties, et tu déclinais d'ailleurs certains des sujets que tu allais aborder dans ce triptyque. Et c'est une chose qui, moi, m'intéresse très particulièrement parce que, enfin, vous avez pu le constater dans les réponses, évidemment qu'il y a une part très personnelle dans les expériences qui sont présentes dans ce roman, en même temps qu'il y a une grande prise de distance et que c'est vraiment un outil de réflexion passionnant, ce livre, et la suite. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu en es venu à désirer faire un projet en 3 parties. Estic explicant que des del començament tu tenies clar que era un tríptic, i a mi m'intriga i m'ha intrigat sempre quan va ser el moment que tu vas pensar això seran 3 novel·les. Per què 3? I quines coses diferents volies observar que t'obliguessin a 3 llibres? Sí, no tenia interès especial en observar coses diferents. Vaig pensar que serien 3 en el moment d'acabar el Permagel. Havia estat un any treballant amb el llibre i construint, no? Un personatge que em va acompanyar moltíssim i del qual em vaig enamorar, i aquesta experiència havia estat tan intensa i tan bonica i m'havia donat alhora tanta pau que vaig decidir que em volia més i que m'era igual fer-ne 1 o 2 més. I sí que de seguida em van aparèixer els títols de les següents, que són títols, que són metàfores de les protagonistes, i se'm van aparèixer 2 dones semblants i diferents, no? Amb algunes coses a la de Permagel, i em van interessar aquestes 2 dones, i per tant vaig dir, doncs estaré un any amb aquesta i després m'estaré un any amb l'altra i m'ho passaré molt bé durant aquest temps. Va ser per això. Ce n'est pas tant qu'il y avait des sujets que j'avais envie d'aborder séparément dans chacune de ces pièces, c'est plutôt que quand j'ai écrit le premier, Permafrost, j'ai passé un an à y travailler, et ça a été une année d'un extrême plaisir. J'ai éprouvé énormément de plaisir à vivre avec ce personnage, j'en suis tombée très amoureuse, et 2 autres femmes me sont apparues, qui lui ressemblent sans lui ressembler, qui sont assez différentes, et j'ai eu envie de passer une année avec l'une et une année avec l'autre. D'accord. Et il faut dire que la seconde est déjà parue en Catalogne ce printemps, donc, et en espérant qu'elle sera très vite traduite en français. Et Eva disait aussi que les titres sont apparus de manière très facile, qu'elle n'a pas dû les chercher, que ce sont vraiment des métaphores de chacune de ces 3 femmes. Et il faut dire quel est le titre. Boulder est le deuxième. Et Boulder, ça veut dire une grosse pierre. Oui, c'est en même temps le mur d'escalade. Le mur d'escalade et la grosse pierre. Et la grosse pierre. Je le dis parce que Boulder, contrairement à Permafrost, a eu 2 versions très différentes. Et dans un cas, c'était le mur d'escalade, et dans l'autre, c'est devenu la roche solitaire. Et ça a été assez joli de voir la transformation. Et le 3e s'appelle Mammouth. Et donc, c'est le Permafrost qui a fondu, puisque le mammouth apparaît. Totalement. Il faut remarquer que dans celui-ci, elle dit toujours Permagel en parlant de l'héroïne, mais en fait, elle n'a pas de nom.
No. dans ce roman. Diu, sempre diem Permagel quan parlem de l'heroïna, com diem Boulder quan parlem de Boulder, en aquest cas és diferent, però no té nom la teva heroïna, no l'has batejada. No, perquè una mica actuen a mode de mirall de mi mateixa, per tant, jo sóc elles, mentre estic escrivint. Soc i no soc, és curiós. Em poso en la seva veu i em mostro jo, no? Però alhora la relació que tinc amb elles és d'un personatge extern, és una cosa una mica esquizofrènica, però molt divertida. Je ne les baptise pas parce que dans le fond, elles sont moi-même. Évidemment, elles ne sont pas moi-même, mais c'est une relation un peu schizophrène et donc elles n'ont pas besoin de nom parce que c'est moi. Alors, la question habituelle, c'est pourquoi, après 10 recueils de poésie qui ont été appréciés, primés, etc., tu es passé au roman. Alors, je ne vais pas la poser puisqu'on te la pose toujours, mais je la pose quand même en le disant. Et ma question, c'est comment tu es passé, puisque tu dis que ça a été facile, que ça a été un plaisir, comment tu en es venu à écrire ce livre qui est fait de chapitres courts, d'inégale longueur. Il y en a même un qui n'est pas un chapitre puisque c'est une seule phrase. Je n'ai pas le droit d'en parler parce que ça ouvre sur autre chose. Mais comment donc est venu le roman alors que tu as toujours écrit de la poésie, donc des textes courts, brefs, en passant d'un thème à un autre? Diu, és la resposta clàssica que t'han fet moltes vegades, però no puc evitar de fer-te-la, que és del cap de 10 reculls de poesia, què va implicar arribar a això? Vull dir, què et va fer i com va sorgir? Com va sorgir? Va sorgir de manera casual, jo no tenia intenció d'escriure una novel·la, però en un moment donat, arran vaig anar a una teràpia i una psicòloga em va recomanar que escrivís la meva vida molt breument, que és una cosa que no em va interessar gens des de bon principi, però sí que em va ajudar a trobar una veu d'una dona que no era jo explicant la meva vida, sinó que començava a fabular i una veu que em va seduir molt i vaig decidir a veure on em portava. I em va portar a escriure el Permagel, que va ser una primera escriptura bastant argumental, però que després no vaig poder evitar treballar-la a nivell de llenguatge. Jo crec que m'he format com a escriptora escrivint poesia i per tant, per mi no hi ha un salt o un pas d'un gènere en un altre, sinó que és com una mena de confluència de dos gèneres, no? La poesia i la narrativa, que per mi és això, no hi ha cap diferència. Jo segueixo treballant el llenguatge, segueixo buscant la musicalitat, el ritme, i és una cosa que feia escrivint poesia, i si vols, després segueixo. C'est venu de manière assez accidentelle en réalité. J'avais entrepris une thérapie à un certain moment et on m'avait demandé d'écrire ma vie pour leur donner. Et c'est ce que j'ai commencé à faire et ça m'a paru très ennuyeux. Et assez rapidement, par contre, ce qui m'a intéressé, c'était la possibilité d'une voix qui puisse l'expliquer et qui puisse l'expliquer aussi à travers la fabulation, bien sûr. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Et il y a évidemment une histoire avec des épisodes et des anecdotes qui s'enchaînent et se déroulent. Et néanmoins, le travail ne m'a pas du tout donné l'impression d'être différent de ce que j'avais fait jusqu'alors. Ça demeure le même travail que lorsque j'écris de la poésie. C'est un travail de langage qui passe par le récit sans renoncer le moins du monde à la poésie. I que ha estat molt bonic per mi, no? Venir d'escriure una poesia potser molt confessional, molt de l'ego, no? Que acabes fent com una bombolla on tant parlar l'ego, l'aire queda molt enrarit, a descobrir que hi ha la possibilitat, no? De crear un tercer personatge que no deixes d'aprofitar la seva veu, no? Té aquest punt catàrtic també, però aquesta distància que s'estableix, a mi mateixa en aquest cas, ha estat com molt sanadora. A més que és un projecte molt més llarg en el temps. Per tant, descobreixo aquest personatge i la companyia que em fa és molt més vasta i és una manera també de conèixer-me a mi mateixa. La poesia ja ho és, no? Aquesta més confessional que feia, però a través de la narrativa he descobert moltes més coses, potser per aquest exercici una mica que t'obliga a certa empatia i descobreixo un personatge i també d'empatitzar amb ell d'alguna manera i això fa que em redescobreixi a mi mateixa. La poésie que j'écrivais est une poésie de l'aveu, est une poésie très intime, comme dirais-je, confessionnal en français. Oui. C'est ça à peu près. De l'aveu, oui. Et du moi. C'est vraiment une poésie qui est pleine de ce moi. Et le récit, d'une certaine manière, m'a permis une ouverture, parce que même si ce personnage
est un vis-à-vis. C'est un personnage qui est à l'extérieur et je dois aller à sa rencontre et je dois être à l'écoute de ce personnage et non plus de moi-même. Ce qui fait qu'il devient aussi une voie de connaissance de moi-même, parce que finalement, je dois écouter un autre moi. Molt resumit. C'est- Oui, bon, la cloche a sonné, donc je vais poser une dernière question. J'ai dit que ton livre avait connu un énorme succès en Catalogne et maintenant dans l'ensemble de l'Espagne. Et est-ce que tu te sens faire partie, même si quelquefois vous avez peu de choses à voir entre vous, de cette génération de jeunes femmes, justement, de jeunes écrivaines, qui sont en train de donner autre chose dans la littérature catalane. Un élan nouveau, sur des thèmes différents, avec des histoires différentes, mais qui ont marqué un tournant dans la manière dont la littérature catalane arrive à son public. Pregunta si tu l'èxit que ha tingut aquesta novel·la a Catalunya i et pregunta si d'alguna manera et sents formar part d'algun De res. conjunt de res. Anava a dir, d'algun conjunt d'escriptores que heu contribuït a fer un gir important al que s'escrivia en català en el món de la novel·la. Clar, jo no ho sento. Tu no ho És cert que puc haver-ho llegit i trobar-hi cert sentit, però jo no em sento formar part ni de cap generació ni de cap grup, no. Porto una vida intento portar una vida bastant retirada i no tinc aquest sentiment. Entenc, entenc que es pugui ser vist així, em sembla molt bé, però no hi tinc. Pourtant, tu as dialogué il n'y a pas longtemps avec Irène Sola, par exemple. Et c'était intéressant de voir comme des écritures totalement différentes pouvaient s'entendre sur la manière de concevoir la littérature. Sí, certament, he tingut trobades amb la Irene Solà i sí, hi ha coses potser comunes o maneres de viure, sobretot l'escriptura, més que de veure-la, de viure-la. Però jo gairebé em relaciono més amb escriptors morts fa segles. Potser sí. Elle dit ne pas du tout éprouver, ce lien d'appartenance à une génération littéraire, même si elle comprend la logique du propos et qu'elle conçoit qu'on puisse penser ça. Même une écrivaine qui s'appelle Irene Sola, qui a commencé au même moment qu'Eva et qui a connu aussi pas seulement un succès, c'est quelqu'un qui a changé la littérature catalane. On peut dire que c'est ça ce qui les caractérise. Elles ont eu plusieurs fois l'occasion de dialoguer et il y a une certaine communion, mais beaucoup plus dans la manière de vivre l'écriture que dans une appartenance à une littérature qu'elle ferait. Et elle dit, en réalité, les auteurs dont je me sens proche sont des auteurs qui sont morts. Sí. Et c'est singulier. Pour moi, comme éditrice du texte, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée quand j'ai reçu l'original, donc en ne sachant rien de l'auteur, parce qu'elle avait beau avoir publié 10 recueils de poésie, ça n'était pas une poète présente publiquement. Les poètes te connaissaient, mais les non-poètes ne te connaissaient pas, je pense. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment eu l'impression que pour la première fois, je lisais un texte qui était totalement fils du nouveau siècle. C'est un livre où il n'y a pas l'ombre d'un passé et qui donne l'impression d'être extrêmement sensible à certaines conditions qui sont très caractéristiques du nouveau siècle, je dirais. Le titre l'annonce déjà. Le titre, l'énorme présence de l'obsession de la protection, de l'obsession du médicament, des mesures de sécurité, de vies qui sont des vies comme encapsulées, la notion de capsule, parfaire la capsule, comme si c'était la vocation première, l'individualisme porté à un extrême total, et le fait que le seul moment où véritablement les choses prennent un sens au-delà de la tête du personnage, c'est quand la vie offre un accident. Cette idée que l'extrême maîtrise est presque une maladie de l'époque. Et ce qui est très troublant, c'est que cet auteur qui, pour moi, a un sens si aigu de son époque,
tourne le dos résolument à son époque comme citoyenne, on peut dire. Parce que je connais peu de personnes aussi indifférentes à l'actualité qu'Eva. Com? Deia que per mi llegir va ser realment l'experiència de llegir un text completament fruit del nou segle. Això sí ho he entès. I que és una cosa que per mi és molt impressionant de veure que la persona que per mi ha estat capaç de donar forma literària a una cosa nova i característica d'una nova època és algú que té molt poc interès per l'actualitat, Això. per no dir cap. Ja. Ui, Que és, jo estic d'acord. Bien, merci beaucoup, Merci, Eva. merci Merci beaucoup. beaucoup, Maria. Merci à vous. merci a vous. Ja ens veurà. Treure